Bonjour mesdames, ou alors là cette fois mesdames, mais je vais quand même dire bonjour à vous toutes et tous parce que sur les replays, ben on sait jamais qui vient guigner. Donc bienvenue à tout le monde. Ok, on se retrouve pour cette leçon, vous voyez, numéro 10. Déjà 10 leçons, pas mal hein, quand même. Avec la suite du texte de cette prière d'Ojechong Tungma. Bon, évidemment, bon, moi, il m'est venu l'idée de cette prière, mais on va bientôt arriver au bout, donc après, on prendra autre chose, hein, un sutra ou quelque chose qui soit. Ça, c'est vrai que c'est quand même une prière typique de la lignée Kagyu. Tout le monde n'est pas forcément de la lignée Kagyu, évidemment, même si ces prières sont au sens large. Vous le voyez d'autant plus ici, c'est des instructions de méditation, c'est mais bon, quand même, il y a une forme de connotation. C'est pour ça que j'aime bien utiliser plutôt des sutras comme source, parce que là, c'est vraiment la grande tradition bouddhiste au sens très large. Maintenant, il faudra que je trouve le bon sutra, parce que on a déjà épuisé pas mal de... Quoi, non, c'est comme si on avait épuisé tous les sutras. Je suis en train de dire une grosse bêtise, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Si vous allez sur le site 84 000, que je vous recommande, vous connaissez certainement, c'est un site extraordinaire, 84 000 en chiffres, 84000.co. Je vous le recommande. Vu que Dominique met plein de trucs sur le groupe du cours de tibétain, elle pourra mettre le lien. J'en suis sûr qu'elle va adorer faire ça. Voilà. Tiens, bonjour à Corinne qui arrive aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous verrez plein de ressources très intéressantes pour, d'une part, l'étude du tibétain. Il y a un glossaire. Bon, alors c'est vrai que c'est quand même très anglais. Quoi, c'est en anglais. Mais il y a le projet de traduire tous les sutras, quoi, tous les textes du Kangyur et Tengyur, donc tout l'ensemble des plus de 300 volumes qui composent l'enseignement du Bouddha, et de le faire dans plusieurs langues. D'abord l'anglais. Donc ils font un boulot tout à fait remarquable. Et pour qui est curieux à la fois de cette très grande et vaste tradition bouddhiste et en même temps de la langue tibétaine, là il y a des ressources extraordinaires. Parce que quand vous allez regarder un sutra, eh ben vous avez plein de liens intertextes qui vous permettent d'avoir directement l'accès au sens du mot en tibétain, en sanskrit, etc. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes curieux de ça, c'est passionnant. Je suis Bref, allée voir BDRC aussi. Tu nous avais oui, dit. alors BDRC aussi. Mais disons, l'usage, c'est vraiment un peu comme si tu rentres dans une librairie, plutôt bibliothèque, et c'est un peu compliqué d'accès. C'est Ah, pas ok. super user-friendly. 84 000, c'est très user-friendly. Mais il y a moins de choses, évidemment. Voilà. Non, juste pour dire qu'on étudie notre Tuma, mais qu'ensuite on développera autre chose. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que ce matin, je me suis rendu compte, en la préparant, la leçon, que ben, on n'est pas loin de la fin quand même. Et donc, pas mal. Voilà. Alors, juste une petite présentation de la leçon. Ça change pas grand-chose, si ce n'est que je parle de lecture, parce qu'évidemment, c'est la première partie, c'est la lecture. Je vous ai mis une traduction du cru, c'est-à-dire c'est moi Bibi qui m'y colle. Euh, Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas si simple à traduire. C'est c'est très pratique pour étudier ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire les particules. Mais alors après, c'est toujours le problème du rendu, hein, c'est-à-dire trouver la traduction, la forme qui est exactement quoi, qui est exact par rapport au tibétain et qui en plus représente une forme agréable par rapport toujours au tibétain, mais en français. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais ça vous donne une idée. Et puis on va dire pour l'instant, prenez-le comme une idée. Alors là, j'insiste là-dessus parce que euh, bon, ça c'est aussi assez personnel, mais j'ai beaucoup de peine à être absolument affirmatif sur le fait de dire comme ci ou comme ça. C'est toujours extrêmement intéressant ensuite de discuter avec des kempos ou des érudits, bref, qui peuvent nous dire, tiens, en tibétain, qui peuvent dire, ah, attention, attention, dans ce contexte. Parce que c'est ça le problème avec le tibétain, vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte, c'est hyper contextualisé, ce qui fait que les mots doivent toujours se comprendre dans leur jus, dans leur milieu, dans leur biotope, quoi, voilà. Et sinon, alors là, rien de différent, le repère des particules. Je continue avec une analyse grammaticale, bon, qui donne quand même ouais, une autre approche, c'est un peu comme une espèce de rappel de ce qu'on peut travailler ensemble.
Par contre, ah oui, une chose importante, vous voyez, le texte est assez court. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai mis 2 strophes, puis je pense que ça fait trop. Parce que en fait, je me suis rendu compte en regardant le support de la leçon précédente, waouh, il y a une telle matière. Bon, je m'en rends compte vu que je le prépare, mais après je me dis, non mais attends, c'était juste fou là. Donc ça va pas du tout. Donc je descends, tac, le niveau d'un coup. Non pas le niveau, mais la quantité, parce que... Alors, bon, parfois je me dis, si, je mets plein de trucs, parce que comme ça va vous intéresser, puis vous trierez. Mais parfois, ça peut créer un effet aussi un peu étrange, où on se dit, j'y arrive pas, il y a trop. Donc, c'est pas toujours hyper pédagogique. Donc, voilà, j'ai opté, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai opté pour juste une strophe, ce qui fait déjà quand même pas mal. Ah, mais il y a une princesse qui est passée devant l'écran, du côté de chez Véronique, on dirait. Coucou. Bonjour. Bonjour, mais super, bienvenue. Magnifique. Alors, et salutations à ta fille, je suppose, Véronique. Ouais, super. Voilà, donc, vocabulaire grammatical, on va dire, qui peut nous aider. Ensuite, vocabulaire du texte, ça change pas. C'est-à-dire vocabulaire, c'est-à-dire mot à mot, syllabe par syllabe, ce que ça veut dire plus ou moins. Et puis, alors par contre, ce qui change, et puis que je vais mettre assez régulièrement maintenant, c'est une partie sur les particules à la fin. Alors, cette partie sur les particules, on verra quand même ensemble. Je ne vais pas juste vous laisser avec tout ça, parce que, comme vous le voyez, c'est une synthèse du chapitre sur le génitif dans le clair miroir. Et le clair miroir, c'est un super bouquin, pas toujours super digeste en même temps. Quoi, c'est un très bon livre, mais bon, voilà. En termes de vocabulaire, d'exemple, c'est pas toujours super facile. Il faut vraiment s'y plonger, mais quand on s'y plonge, c'est génial. Mais par contre, toutes les indications sont extrêmement précieuses. Alors là, voilà, j'ai repris grâce aux moyens techniques d'aujourd'hui qui nous permettent de faire des choses assez incroyables. Donc j'ai repris le résumé de toutes les fonctions clés du chapitre sur le génitif. Ça ne veut pas dire que tout est vu, mais là, vous avez quand même de l'info très importante sur le génitif. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à le travailler ensemble, hein, évidemment, on va faire beaucoup ça, d'ailleurs. Mais petit à petit, comme ça, dans chaque support, vous aurez une présentation de la grammaire et donc des particules. Parce que vous avez maintenant compris que les particules, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est moche comme expression, mais c'est ce qui nous permet de comprendre comment ça se construit. Sinon, c'est un peu, bon, euh, où est la tête, où est la queue, on ne sait pas très bien, on n'arrive pas à classer tout ça, on n'a que des syllabes infinies. Mais pour nous, tout de suite, le travail, c'est un travail de lecture, bien sûr, parce que ça, c'est le fond du fond. Voilà. Donc, qui s'y colle pour faire une petite lecture de ces quelques phrases? Quand je dis lecture, ça veut dire aussi, je trouve plus mon mot, épellation, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein, l'épellation étant la première des étapes. Qui se lance dans la lecture de cette strophe? Allez, j'y vais. Eh ben, c'est super. Ah, faut aller vite, hein, parce que Caro, ça dégaine, hein. Ouais. Alors, vas-y, Claude. Vas-y, Alors, je Caro, fais un peu excusez-moi. d'épellation du coup là dernièrement parce que Tu, voilà, tu fais je me comme rends tu veux, compte que vraiment. moins on en fait et moins on en fait. Ah, ça, t'as complètement raison. Et moins on en fait, et plus la lecture, elle reste, ça reste un peu feeling après. C'est-à-dire, on voit la syllabe, puis on se dit, ouais, ça doit être ça. Mais on n'est pas Voilà. complètement assuré. Non, évidemment, si vous pouvez continuer à faire l'appellation, c'est pas moi qui vous découragerai. Vas-y, Caro. Alors, yadrenku yenga sayeng, madrenku meta me, sakataga narogoma gom. Bien sûr, tout le monde fait l'exercice en même temps que Caro, on est bien d'accord, hein. C'est elle qui dit, mais nous on garde les micros, mais on le fait quand même. Continue. Kayata kya giguki, kao nganarongo sange, kao shagigushira shir. Kao sashakyosunga sasung. Pa. Pao shagigushina shin.
Kanga kang. Shara shar. Ratatata naroto kasatok. Pa agigui. Nga narongo. Wa narongo. Sa naroso. Ma ta trenkute. Impeccable, super. Très bien, rien à dire. C'est un très bon exercice. Ce que j'aime bien, c'est le fait que tu intègres cette notion de rythme. Et ça, quand vous appelez, je vous conseille, mais plus que ça, je vous encourage vraiment. C'est-à-dire le rythme est super important, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais quand vous placez du rythme, vous court-circuitez le côté analytique du cerveau. Bon, pas complètement évidemment, mais si vous mettez un rythme, même s'il y a un bout d'hésitation, tac, vous vous lancez. Parce que sinon, vous vous arrêtez, un peu comme le cheval devant l'obstacle, et puis vous vous dites, attends. Et puis c'est pas faux, bien sûr, il y a des moments où il faut le faire. Mais il y a aussi des fois où vous connaissez déjà la lettre. Et il y a juste une hésitation. Donc le fait de mettre du rythme, ça vous permet de sauter par-dessus l'hésitation et puis d'y aller. Mais bon, en même temps, encore une fois, vous pouvez vous arrêter, reprendre en détail, c'est toujours très bien. Parfait, très bien. Est-ce que quelqu'un veut faire la suite? De toute façon, il faut qu'on trouve quelqu'un qui fasse la suite, parce que c'est quand même pas moi qui vais appeler, voyons. À partir de ma. Camille? Ok. Super, très bien. Ma, pau, chanarucho sache, Impeccable. radruche, karakar, au, chanarucho kacho, pa, agigui, sakata kanaruko magom, chadenduche nachen, la. Impeccable. Dis donc, mais t'as bossé là. Non? J'essaye. Non, mais j'essaie vraiment de m'atteler à la lecture et à l'épellation plus que le reste pour l'instant. Ah, mais c'est très. J'ai vu la leçon précédente, je t'avoue qu'elle fait. Ah, d'accord, ok, Camille. Wow. Et tu t'es dit, waouh. Non, Ouais, mais. Non, je continue comme ça va bien. Tout à fait. Non, mais c'est. D'accord, ok, ça te convient aussi que je réduise un peu la voilure. Non, c'est parfait. Mais c'est vraiment là, moi je l'entends tout de suite. Hein. C'est la preuve que si on fait de manière même assez simple, mais d'une manière un peu systématique, épellation, lecture, là, les progrès ils s'entendent tout de suite. Hein. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à le faire. Très bien. Et puis d'autant plus qu'après le reste, en fait, le vocabulaire c'est juste de la mémorisation. Et puis les particules, de toute façon, on les retrouve toujours. Donc on finit par les connaître. Même après, bien sûr, quand on les voit dans le contexte du texte, bon, faut adapter, se dire, attends, quelle fonction, etc. Ça, on est d'accord. Mais non, travailler l'épellation, en plus, imaginons, vous avez très peu de temps, le minimum que vous puissiez faire, c'est de l'épellation. Vraiment. Même si ça vous prend une minute de 42 secondes. Très bien. Est-ce que tu veux faire la suite? C'est pas mal aussi, peut-être, Camille, non? Ok. Sakataka narugo magom, payatacha, palatala narulo, tangatong, payatatra la. Non, attends. Paratatra la. Tel. Alors, juste une petite hésitation sur le rata, mais ça, c'est rien du tout, c'est juste comme ça. Mais paratata, alors par contre, paratata, la, tel. Pourquoi? Parce que ça, c'est la fameuse règle des suffixes la, sa, da, na, ils vont, ces suffixes, avoir le pouvoir de transformer le son a, paratata, le son a en e, le son o en e, le son ou en u, le i reste le i, le e reste le e. Alors ça, c'est pour ça que c'est bien de faire d'épellation, parce que quand on tombe dessus, là, il faut vraiment l'apprendre.
Cela dit, si de temps en temps vous vous dites j'ai de la peine à faire rentrer ça, bah, vous reprenez vos leçons précédentes, ou surtout les supports, parce qu'il y a dans les supports, ben, il y a quand même pas mal d'exercices au moment où on apprenait l'alphabet pour pouvoir vous en sortir. Donc voilà. Sinon, ok. De toute façon, après, vous finirez par vous y faire. Paratata laquelle, ben voilà. Ok, je te laisse reprendre depuis paratata laquelle. Paratatra, paratatra latrel, parapar, payatacha giguchi nachin, kayatagya gigugi sagi, ralatalalo pasalo. Parfait. Alors là, juste une petite chose. Tel, tu as dit par à par, c'est pas faux. C'est-à-dire, c'est pas faux si c'est pas mis dans son contexte. Le carré rouge là, tac, 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 ça c'est le contexte. C'est le contexte, c'est-à-dire tel, wa, r. Mais c'est pour ça que faire de l'analyse, bah, évidemment, même sur 2 syllabes, il y a du job. Pourquoi? Parce que tel, c'est un verbe. Alors là, c'est ce que vous allez voir justement dans le vocabulaire grammatical. Tel, c'est un verbe. Le verbe qui veut dire séparer, être séparé, quoi, voilà. Maintenant, quand on veut mettre un verbe à l'infinitif, ou quand on veut le nominaliser, on va rajouter un nominalisateur. Pour l'instant, je vous ai juste parlé du nominalisateur. Après, si de nouveau on veut observer ça grammaticalement avec un livre tel le Clair Miroir, un jour je vous mettrai tout le résumé du Clair Miroir sur ce sujet, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses sur le principe même de la nominalisation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec les nominalisations. Mais pour nous, c'est déjà juste savoir que tel, c'est la racine verbale, et puis wa, c'est en fait une forme de suffixe. C'est pas vraiment un suffixe, c'est une particule nominalisatrice qui nous permet de faire tel wa. Et tel wa, eh bien tel wa, ça veut dire être séparé. Ça nous place le mot, quoi, ça nous transforme le radical verbal à l'infinitif, mais aussi au participe passé, être séparé. Je me suis séparé, par exemple, quoi, ou être séparé, quoi. Bref. Là, pourquoi c'est intéressant aussi, ah zut, je voulais vous dire quelque chose et ça m'est sorti de la tête. Non, je sais plus. Oui, bon, bref. Ça, c'est voilà. Donc, nominalisateur, vous le posez comme ça. Alors, évidemment, la règle, ça, c'est une règle de lecture. Mais c'est forcément lié à l'analyse. C'est-à-dire que si le wa est la dernière syllabe d'un mot, et ça, c'est une règle, si il est la dernière syllabe d'un mot, il se prononce wa. Il ne se prononce pas pas, mais il se prononce wa. Donc c'est pour ça que si la structure, admettons, plutôt que ce soit celle-là, si la structure ce serait celle-là, admettons, ce qui est faux, eh bien dans ce cas-là, on dirait par. Donc c'est pour ça que faire de la grammaire, ça vous permet aussi de savoir comment on prononce le mot. Parce que c'est vite vu. Cette syllabe-là, je sais ce que je voulais vous dire, cette syllabe-là, eh ben, elle peut soit aller ici, soit aller là. D'accord? Et en fonction, bien sûr, de ce qu'on veut exprimer. Donc ça va dépendre de ça, fondamentalement. Mais c'est pour ça qu'on doit reconnaître tel wa. Oui, ce que je voulais vous dire, et je m'en suis souvenu heureusement, c'est pas, voilà, pas trop poisson rouge pour aujourd'hui. Donc, wa, nominalisateur d'un radical verbal. Pour nous, c'est pas toujours évident parce qu'un verbe, on le voit forcément avec une terminaison en ER ou IR, quoi, n'importe, quel que soit le verbe. Mais disons, on l'associe à sa terminaison et on le voit pas, on le distingue pas en termes de racine verbale et mot transformé qui devient quelque chose, un participe passé ou autre chose. Alors qu'en tibétain, en fait, vu que c'est une langue monosyllabique, et c'est là où j'y viens, où je reviens à cette notion, eh ben, chaque fois, une particule, une syllabe, est porteuse d'un sens en lui-même. Ce qui fait que tel, ça a le sens racine, c'est pour ça que je parle de racine verbale,
Tel, c'est le verbe. D'accord? Mais maintenant, le verbe, vous le déclinez ensuite dans un contexte. Donc, tel plus une particule nominalisatrice, ça devient être séparé. Mais on pourrait imaginer autre chose. Vu que le principe d'une langue comme le tibétain monosyllabique, ben, en fait, c'est des plots. Donc, vous avez vos plots, vous associez avec un autre plot, et puis voilà, ça change, quoi. Je sais pas, on pourrait très bien imaginer dans un texte, j'ai pas d'exemple du tout, mais où on prend le radical verbal en lui-même, on n'a pas besoin de le nominaliser. Euh, Honnêtement, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais on pourrait l'imaginer. Euh, et en plus, ben, si par exemple vous prenez un verbe, alors un verbe qui est, si par exemple je prends le verbe jowa, hein, jowa, ok, ça c'est le verbe, quoi, le verbe, justement, le radical verbal, jo. Le radical verbal jo, ça veut dire aller. Maintenant, ça c'est vraiment le verbe aller. Mais maintenant, si vous mettez jowa, jowa, ça veut dire les êtres, ça veut dire ceux qui vont. Donc, jowa rigduk, ça veut dire les êtres des 6 classes d'êtres, par exemple. Donc, on parle des êtres sensibles en disant jowa. Mais jowa, c'est aussi le verbe aller. Donc, en fonction du contexte, ça va complètement changer. Et puis, si vous dites, je ne sais pas, joken, par exemple, plutôt que jowa, joken, c'est celui qui va, ou celui qui sait aller. Hein, joken. Donc, vous pouvez mettre un radical verbal, puis hop, vous mettez quelque chose d'autre à côté. Pas forcément un nominalisateur. D'accord? Donc voilà, c'est pour dire que du fait de cette langue assez particulière, monosyllabique, faut toujours raisonner en termes de syllabes autonomes, pas complètement autonomes parce qu'elle dépend toujours de son contexte, donc de qui l'accompagne ou de quoi l'accompagne, mais quand même la voir comme une entité porteuse d'un sens. Ok? Donc, tout simplement, tel war. Tout ça pour tel war, mais pour juste bien comprendre pourquoi c'est wara, war et non pas para, para. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire? Là, on a fait de l'épellation. Très bien. Avec Caro et Camille. Est-ce que quelqu'un veut lire? Ouais, Véro. Très bien. Vas-y. Alors, Depuis le début, bien sûr. ok. Alors, yen, me. Alors, attends, je dois faire le truc rythmé là. Ouais, si tu peux. Yen, me, gom, ki, mieux, chir, stu, pa, shin. Bravo. Là, le ngue, tu l'as dit comment, là? Si tu... Ne. Ouais, Attends. oui, très bien. Ngue, Ouais. c'était bien. Il était là, le Ne. ngue. Ouais. Ne. Ngue, shir, sumpashi. Non, mais bien sûr, hein, le ngue, je Ne. l'attends. Mais très bien, très bien. Continue, Véro. Kon, sha, to, he, no, po, sto, ma, te. Alors, deux choses. Ngowo, là, c'est pareil. No, wo. Ah oui, Mais, là, ça y est. mais c'est normal, parce que ngowo, quand vous allez faire du vocabulaire, vous allez petit à petit, et vous prendrez l'habitude, ngowo, ça veut dire l'essence. Donc bon, après tu connais le mot, quoi. Ngowo, l'essence. Bon, Wo. voilà. Donc quand tu connais le mot, ben ngowo, forcément. Parce que wo, deuxième syllabe du mot, comme je vous l'ai dit avant. Donc la règle, c'est ça, deuxième syllabe du mot. Donc hop, ngowo, et pas ngopo, par exemple. Et Voilà, ici, parce que je connais pas le ouais, contexte non, mais ni le vocabulaire. bien sûr, pas de problème du tout, pas de problème du tout. Par contre, attention ici, Oui. c'est ratatata, c'est le premier d'état, donc il n'est pas expiré, tu l'as expiré. Alors c'est bien, hein, mais... Ratatata, Ouais, naruto, ratatata, ka, ouais, to, comme toto, to, toc, toc. to. Ouais, alors tu peux, éventuellement, il y a un cas derrière, hein, ratatata, naruto, ka, sa, toc. Alors parfois, toc pas, par exemple, mais ça, de nouveau, c'est dans l'usage. Si vous avez peut-être entendu parler des Togden, les Togden dans la tradition tibétaine, dans la culture tibétaine. Les Togden, c'est ceux qui ont obtenu la réalisation. Mais ça désigne aussi, vous avez vu forcément ces personnages avec les cheveux qui sont torsadés au-dessus de la tête, etc. On en voit beaucoup dans la tradition des Jegun, par exemple. Bon voilà, bref. Ça, c'est ce qu'on appelle des Togden.
Hein, c'est le nom qu'on leur donne. C'est comme on dirait un yogi, on dirait un togden, un ngakpa. Il y a plusieurs mots comme ça pour désigner des pratiquants, voilà, qui se distinguent par différents habits ou cultures presque. Donc, on dira tokden. Dans l'usage, on dit tokden, c'est-à-dire que le K, on l'entend tokden. Mais maintenant, si on dit il faut réaliser, on va dire togere, togere. On va pas dire tokgere, on dit togere. Donc, c'est juste pour dire que suivant le contexte, et ça c'est bon. Alors là, après, il y a que l'usage, l'habitude. Là, il y a rien qui va, il y a pas de règle. Mais c'est juste savoir que le cas, faut toujours s'attendre à ce que parfois on l'entende un petit peu, et parfois on l'entend pas. Voilà. Et puis ça sera, ben voilà. Ici, Tokpe Ngowo, on l'entend, en tout cas, moi, je la prononce, encore une fois, je suis pas tibétophone, il faudra vraiment que je fasse lire cette strophe, tout ce texte, peut-être par Acharya Kuncho Tenzin, l'Acharya Kempo avec lequel on a beaucoup de liens. Bref, pour avoir un Tibétain qui prononce ça. Mais si vous avez un Tibétain dans les parages, vous pouvez très bien lui faire lire ça. Hein. Comme ça, vous aurez la prononciation, alors qui viendra de son coin linguistique, mais bon, normalement, Tokpe Ngowo, hein, Tokpe, voilà, c'est tout. Ouais, très bien. Très bien. Donc sinon, lecture impeccable, hein, Véronique, très bien. Parfait. Est-ce que quelqu'un veut lire la suite? Il y a Dominique, il y a Jacqueline et il y a Corinne quand même. Là, ah bah oui, le cercle se rétrécit, hein, ça va finir par vous tomber dessus, là. Moi, je veux dire. Bon, alors c'est Jacqueline. Alors Jacqueline, très bien. Alors Jacqueline et puis Corinne après. Vas-y, Jacqueline. On est un match. Hein? Match, mais il n'y a pas de problème, tout le monde gagne. Vas-y. Match des cartes à l'OTAN. Ah, reprends tranquille, ça va trop vite. Reprends tranquillement. Oui. Ok. Match des cartes Comment tu dis? Comment tu prononces ça? Lequel des cartes? Non, après, ici, ça. Donc. Comment? Redis. Jo. Aojanaro, joka, jo. Alors, évidemment, de nouveau, c'est pareil, c'est ce que je vous ai dit pour Jo, Jok ou Jo, mais... Alors, ça par contre, ça c'est un cha. Oui, c'est un cha, mais c'est proche au son. Parce que je t'ai dit, je n'entends pas trop les sons. Donc, Ok, très bien. Alors, le cha, si tu veux, du cha, on va au ja. Ja. Donc, c'est ja. Alors, voilà, c'est peut-être un peu trop exagéré, mais comme ça, au moins, ça nous donne un point de repère phonique. Donc, ja. Aoja naro joka. Jo. Ouais. Jo. Très bien. Jo. Impeccable. Jokpe. Voilà, Jokpe. Très bien. Donc, continue. Très bien. Encore une phrase. Gonja, Lotang, Drelwar, Jingilop. Très bien. Alors, une petite remarque sur ici. C'est pas faux de dire ja, mais quand il est tout seul, c'est cha. Avec ceci de particulier que le pa, peut-être vous vous en souvenez, qui est la troisième, bien sûr, hein, on en a déjà bien parlé du pa. Eh oui, expiré basse. Donc ça veut dire payata cha, cha. Voilà, expiré basse. Mais bon, tout ça, c'est des petits détails, c'est pas tout à fait de la cosmétique parce que c'est important, mais disons, ça vient en faisant. Ça vient en faisant. Très bien. Corinne, est-ce que tu reprendrais le texte depuis le début pour, voilà, juste un peu... Oui. Alors, tu peux le lire directement. Si tu as envie, si tu préfères faire de l'épellation, tu fais de l'épellation, tu fais comme tu veux. Je vais essayer de lire. Yang, Me, Gom, très bien. Gi, Ngo, Shin. Là, redis voir. Shir. Bravo, très bien. Shir. Sung,
Shin. Bravo, ben, c'est impeccable. Il y a juste le ngue. Bon, le ngue, de toute façon, Ouais. voilà, ça prendra le temps Ouais. qu'il faut. C'est ngue, Ah. ngue, ngue, ngue. Au début, on doit faire puis après ngue, puis ça vient, quoi. Redis voir. Ng. Ah. Ng. Ah, parfait. Redis encore. Ng. Très bien. Et si tu dis ngeshir, vas-y. Ngeshir. Ngeshir. Shir. Non. Ngeshir. Ouais, redis. Ngeshir. Ngeshir. Ouais, encore une fois. Ngeshir. Bravo. Parce que ngeshi, c'est un mot. Ngeshi, alors après vous le verrez dans le vocabulaire, ngeshi c'est un mot important. C'est un mot qui veut dire base fondamentale, littéralement, mais surtout ça veut dire le corps de la pratique. Quand on dit ngeshi, en tibétain classique, la plupart des textes, il y aura une partie préliminaire, une partie principale, comme dans une pratique d'ailleurs, hein, une sadhana, n'importe quelle sadhana que vous allez pratiquer, quelle que soit la lignée à laquelle vous appartenez, hein, c'est vraiment des choses qui sont issues de la culture tibétaine. Préliminaire, corps de pratique, dédicace, ça vous y coupez pas. Donc, Ngöshi, c'est le corps de la pratique. Donc, c'est le corps du texte, par exemple. Dans un livre, pour nous, ce serait préface, corps du texte, postface. Ben, je veux dire, c'est voilà. Mais c'est pour ça que je te le remets comme ça. Ngöshi, Corinne. J'ai dit Corinne. Tu vois, après, je le prononce à la tibétaine. Parce que, voilà, Ngöshi. Très bien. Très bien, super. Tu peux continuer. En lecture aussi, c'est impeccable. Kanchar, Tok, Pe, Ngo, Bravo. Tomate. Impeccable. Encore une petite phrase pour le plaisir. Match. Oui. Tekar. Oui. Zok. Pe. Oui. Gom. Shenla. Impeccable. Bravo. Franchement, très bien. Vous y arrivez toutes. Hein. Vous avez tous, hop, tac, vous avez sauté la marche là. Vous êtes en haut de l'escabeau. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment bien. Hein. Vraiment bien. Hein. 10e leçon, c'est dans la poche, quoi. C'est super bien. Vraiment. Dominique, une petite lecture pour le plaisir. Pas de problème. Eh bien, super. Alors, reprends, je sais pas, tu peux continuer, reprendre depuis le début. Tu peux même faire toute la strophe. Va, allez, on t'écoute, Allez. tu fais toute la strophe, on t'écoute. On la lit avec toi, bien sûr. Hein, ça bouge pas de pain. Allez. Nyenme Gangki Nyeshir Sumpashin Impeccable. Kanchar Bravo. Tokpe Ngowo Somate Très bien. Match Teka Jokte Gomchenla Très bien. Gomcha Lotong Jelwar Chinkilop. Très bien. Impeccable. Mais t'as fait des progrès aussi. T'as bossé là un peu la lecture? Ouais, j'ai parlé tibétain pendant tout le week-end. Ça, c'est dingue, ça. Bon, bah bravo. Très bien. Chelwar. Gomcha, lotang, chelwar. Attention, le tel. C'est le... Mais bon, ça va très bien. Hein. Mais après, il y a des choses un peu, cette espèce de R tibétain bizarroïde. Tel, quoi, bizarre. Pour nous, parce que nous, on a un R. Pour un tibétain, dire R, c'est très compliqué. Hein. R, raboter, c'est compliqué. Mais nous, voilà. Par contre, ici, tel, war, tindilop. Très bien. Jean-Marc, Oui, Corinne. quelle est la fonction dans war? Quelle est la fonction du R? Donc le war se rapporte à Drel. Et le R, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Alors là, elle est belle celle-là. Non, je me permets de répondre comme ça parce que en fait, tout de suite, j'ai mon petit réflexe
le texte dit la vérité. Qu'est-ce que veut dire le texte dit la vérité? C'est-à-dire que dans les textes classiques d'autant plus, chaque élément, vous pouvez être sûr qu'il apporte quelque chose. Et alors, je ne dis pas que tu étais en train de penser qu'il apporte rien, mais disons, on pourrait parfois avoir tendance à dire, mais c'est quoi ce truc, ça vient faire quoi là? Alors, souvent, ça peut être des énigmes pour nous, parce qu'on se dit, tiens, c'est quoi? Et ça fait partie de l'analyse. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir qu'on l'identifie comme une particule oblique, ou datif locatif, si vous voulez. On en a déjà un peu parlé. Vous avez dans les pages ressources dont vous avez reçu le lien, je crois, j'espère que vous y avez accédé, mais sinon on reprendra ça. Là, dans cette leçon, je vous ai fait un petit point sur le génitif. Eh bien, la fois prochaine, ce ne sera pas sur le génitif, ce sera sur l'oblique, c'est-à-dire datif locatif. Et cette particule est extrêmement importante. Cette particule, c'est la particule là, en fait. Simplement, c'est une particule morphologiquement variable, comme beaucoup de particules. Pas toutes, mais il se trouve que le génitif, très fréquent, il se trouve que l'instrumental ergatif, très fréquent, et il se trouve que le oblique, très fréquent, sont tous morphologiquement variables. Donc là, cette particule, elle va pouvoir se décliner sous 7 formes. C'est pour ça qu'on l'appelle latadun. Latadun. Bref, latadun. Mais ça, c'est égal. C'est surarutunalatu. Alors, c'est là où vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les 7 formes. Par contre, vous devez apprendre à les repérer. Et heureusement pour nous, elles sont prévisibles. Pourquoi? Parce que dans ce cas, c'est-à-dire warawar, vous allez finir par vous dire « Ah, c'est forcément un nominalisateur plus une particule oblique. » Tout le temps. Parce que c'est une construction classique, tout simplement. C'est une construction classique qui consiste à, je sais pas, vous allez en trouver plein. Je suis sûr que si, par exemple, je regarde le précédent support, je vous en trouve une, quasi sûr. Après, ça serait bête, j'en trouve pas. Mais, oui, si vous, voilà. Je trouvais là à la fin, Kewar Chinchilop. C'est pareil. Ça, c'est Kewar Chinchilop, ça veut dire, accordez votre bénédiction pour que cela naisse. Hein? Bref, on revient au support d'aujourd'hui. Ici, le Ra, comme particule oblique, c'est une des formes de La. Hein? C'est une des formes de La, hein, tout simplement. Et ça, c'est simplement qu'on l'écrit comme ça quand, quand elle doit se coller à un mot, c'est-à-dire une syllabe. Une syllabe étant un mot, hein, dans une langue monosyllabique. Quand elle doit se coller à une syllabe qui n'a pas de suffixe. Le wa, c'est la dernière syllabe du mot, et le wa comme syllabe autonome, le wa n'a pas de suffixe. Ça se termine, je veux dire, c'est wa puis point, quoi. Il n'y a pas de suffixe derrière. Donc quand vous avez une syllabe comme ça, qui n'a pas de suffixe derrière, et que vous voulez mettre une particule oblique, dative locative, vous faites pas comme ça, ce qui est possible, hein, grammaticalement. Wa, là, ça marche très bien. La valeur grammaticale est la même. La valeur grammaticale de la ou de ra, c'est la même, exactement la même, vu qu'elle est morphologiquement variable. Mais, pour suivre les règles d'écriture, donc, vous écrivez wa, ra, war. Mais wa, ra, war est tout à fait équivalent à wa, la. C'est pareil. Wa, la ou war, c'est exactement la même chose. D'accord? Marc, juste une question. Oui, bien sûr, Camille. Tu mets un point, et une fois, tu ne le mets pas entre les deux. Oui, justement, parce que si tu as juste le wa, d'accord, et après je vais mettre la particule, ici. Grammaticalement, c'est juste. Mais maintenant, dans ce cas-là, parce qu'ici c'est une particule qui n'a pas de suffixe, la règle d'écriture veut que je ne mets pas le la, et à la place du la, je vais mettre un ra.
Mais je ne vais pas mettre un ra comme ça. Je vais, par règle d'écriture, je vais mettre le ra directement derrière. Donc je fais sauter le point. Alors, c'est ça qui est troublant pour nous, parce qu'en faisant sauter le point, on pourrait croire que c'est ça la syllabe. Mais en fait, non, c'est pas ça la syllabe. Ça, c'est une syllabe, on pourrait dire, agglomérée. C'est une syllabe avec ici un nominalisateur et avec ici une particule. Et les deux se sont rencontrés. Hop. D'accord? On colle l'un à l'autre. Alors ça, ce que je viens de vous dire, c'est... Ça change le son aussi. Ça change le son forcément, parce que là, tu Ça dis... s'éteint aussi Ah mais parce non, mais que- ça c'est sûr, ça change le Voilà, son, parce que ouais. là, tu es obligé de dire wara, wara. Tu peux pas faire autrement. Mais de toute façon, vous ne pouvez lire que ce qui est écrit. Hein. Donc si vous avez wara, wara, grammaticalement ou pas, c'est wara, wara. Et puis maintenant, si vous avez wa, la, ben, vous pouvez pas dire wal. C'est impossible. Vous êtes obligé de dire wa, la. Alors, mais ça arrive. C'est-à-dire, dans la langue parlée, par exemple, pour dire ici, vous dites di, la, et vous pouvez dire dire. En général, on dit dire, ici, mais dire, c'est dit là. C'est la même chose, c'est exactement la même valeur. Exactement la même valeur. C'est juste, grammaticalement, ça change. Est-ce que c'est clair pour toi, Corinne, l'explication? Oui, je pensais pas que ça servait à rien, qu'elle servait à rien cette lettre, mais je me demandais ce Bien que ça sûr. pouvait ajouter. Absolument. Alors maintenant, on va Voilà. en venir à ce que ça ajoute. C'est-à-dire que ça, Corinne, c'est une très bonne question. Et la réponse se trouve dans la fonction de la particule. Alors je botte pas en touche, hein. C'est juste que quand on comprend la fonction de la particule, on répond à ta question. C'est-à-dire on sait ce qu'elle rajoute. Quelle est la fonction de base de la particule? Là, je vais demander à Dominique parce qu'elle a entendu ça à peu près 15 milliards de fois en suivant tous les cours de tibétain depuis le début. Donc, Dominique, c'est quoi qu'elle rajoute? T'as intérêt de faire la bonne réponse. Hein. Là, je monte un peu la pression. La particule en général. Ah ouais, la fonction de base de la particule oblique. La fonction de base de la particule oblique. La particule Oblique ou datif locatif si vous voulez. C'est quoi la fonction de base? Elle indique l'incidence. Ouais, très bien. T'aurais dit lieu d'incidence, ça aurait été encore mieux. Lieu d'incidence. Le lieu d'incidence. Si c'est datif, c'est pas un lieu, c'est un moment. D'accord, ok, bon, alors on va pas... voilà, bon, très bien, bon, t'as gagné, bravo. Mais l'idée, c'est, ça indique le lieu où ça se passe. C'est pour ça qu'on peut parler lieu d'incidence ou l'incidence ou bref. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que ça indique, dans un langage plus courant pour nous, ça indique le bénéficiaire ou un lieu physique. Mais pourquoi on parle d'incidence? Parce que si je donne une pomme à Véronique, ben, ça veut dire que mon action, elle va porter vers Véronique. On est d'accord? C'est-à-dire qu'une particule, alors ça, Corinne, il faut vraiment bien comprendre. Une particule, c'est toujours une fonction. Tout le temps. Il n'y a pas que Corinne qui doit comprendre ça. On doit tous comprendre ça. Une particule là, une particule oblique, ça c'est quand même rigolo parce que, voilà, comme quoi, hein, je vous ai fait un truc sur le génitif et on parle de l'oblique. Bon, bah c'est très bien, de toute façon, on y viendra. Mais la particule oblique, c'est quoi sa fonction? C'est d'indiquer une direction. Alors, le problème, là, dans mon petit graphique, c'est que la direction, elle va dans l'autre sens. C'est-à-dire, il y a la particule et hop, il y a la direction. D'accord? Pourquoi je l'ai mise là? C'est parce qu'en fait, la particule indique ce qui précède. Pourquoi? Parce que ce qui précède, c'est le lieu d'incidence. Si vous dites à Genève, vous dites Genève là. Je vais à Genève. Genève là, Joguilleux. Vous voyez l'idée? Ah, il y a un mouvement. De toute façon, c'est là où, quand tu poses la question, mais qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est une très bonne question, mais c'est lié à la fonction de base de la particule. C'est pour ça que le texte dit la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par le texte dit la vérité? C'est que si je vois cette particule,
d'une manière ou d'une autre, la fonction de cette particule est présente. Soit je la trouve pas, soit je la comprends, soit je la comprends pas, mais elle peut pas ne pas être là. C'est-à-dire la particule, elle est foncièrement associée à sa fonction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que après, on peut décliner sa fonction d'une manière, bon, on pourrait dire, elle indique un bénéficiaire, elle indique un lieu géographique, une limite, tout ce que vous voudrez. Mais dans le fond, elle indique une direction. Elle indique que ça va vers ça. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc, si je veux dire, donc, ça veut dire qu'on a le là, tac, et puis, donc, notre flèche qui va dans ce sens. Tout le temps, tout le temps. Donc, ici, dans ce cas ici, donc si je zoome un peu, vous avez del, wa, ça, c'est notre groupe de mots. Pourquoi je dis groupe de mots? Parce qu'il y en a deux. Vous avez del et wa, ou groupe de syllabes, si vous préférez. Donc, del wa, radical verbal nominalisé, ok, être séparé. Et vous avez ra. Ra, ça indique la direction. Ça veut dire que donc, en termes de structure, vous avez un élément, vous avez là, d'accord, et vous avez un élément. Donc ça veut dire que tout va dans ce sens. Ok? Donc ça veut dire que ce que vous avez après le là indique une action qui se rapporte à ce qui précède le là. Et puis ça, à force de faire de l'analyse de texte, vous allez le choper, vous allez le comprendre. Et c'est exactement ça qui consiste à dire s'habituer aux différentes fonctions d'une particule. Apprendre ce que sont les particules. Vous apprenez leur caractère. Il faut vraiment voir les particules comme des personnages. C'est pour ça que parfois je dis c'est comme des Pokémon. Pourquoi? Parce qu'elles ont des valeurs en elles-mêmes. Elles ont des pouvoirs. Et la particule là, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir d'indiquer une direction. Donc, quand vous dites à Camille, à Véronique, à Dominique, à Jacqueline, à Caro, etc., à Caroline, eh bien, vous dites, voilà, n'importe quel prénom, là. Donc, Camille, là, Couchou, Teguilleux. Couchou, pomme, bon, voilà, Teguilleux. Mais n'importe. Après, c'est Camille, là, Camille est devenue bénéficiaire. On ne sait pas encore de quoi, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais à partir du moment où j'ai dit X plus là, eh bien voilà, j'ai dit que de toute manière, X est un lieu d'incidence. Il va arriver quelque chose à X. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Une pomme, si on lui donne une pomme, des fois un truc moins cool qu'une pomme, ou alors un truc encore mieux qu'une pomme, tout ce que vous voudrez, ou alors un mouvement vers X. Donc, aller vers quelqu'un, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en tibétain, même en tibétain parlé, vous ne pourrez pas exprimer la direction d'une action. Et l'action, ça veut dire, par exemple, aimer quelqu'un, détester quelqu'un. C'est aussi une direction vers une personne. Et c'est pour ça que le tibétain est une langue complètement synthétique. C'est-à-dire qu'on fonctionne, c'est une langue, c'est extraordinairement, c'est vraiment passionnant, parce que c'est une langue qui dit comment l'esprit fonctionne. Si vous dites j'aime quelqu'un, nous on dit j'aime quelqu'un. Donc on est comme dans une espèce d'état. Vous êtes d'accord? Ou alors j'aime les pommes, c'est pareil, du point de vue de structure grammaticale, c'est la même chose. Donc on est dans une espèce d'état, j'aime. Puis après les pommes ou un tel, une telle. En tibétain, forcément que c'est quelque chose qui se dirige vers quelque chose. Donc c'est l'esprit qui porte son dévolu sur quelque chose. Que ce soit les pommes, Albert ou Jacqueline, ça change rien. D'accord? Donc c'est un objet pour l'esprit. Norma, il y a Acharya, il dit c'est une action qui est faite et qui bénéficie à quelqu'un ou quelque chose. Ben oui. Le seul problème en disant ça, c'est qu'on croit que ça bénéficie à la pomme. Ça bénéficie absolument pas à la pomme, ni à la personne. Parce qu'elle voit pas quel est son bénéfice. Donc dire bénéficier, là, je mets un bémol.
Oui, je suis d'accord. Parce que grammaticalement, c'est encore plus pur que ça, il n'y a pas d'intention. C'est juste diriger vers. Alors, bénéficier, ça c'est un problème de traduction. Un problème de traduction, oui, tout à fait. Ça c'est juste un problème de traduction. Parce que quand on dit, par exemple, benefit to, ça ne veut pas forcément dire, par exemple en anglais, ça ne veut pas forcément dire au sens propre qu'on bénéficie de ça. Ça peut être, voilà, ça indique une action. Bref, quelques-uns. Ça indique de toute façon un mouvement vers. Donc ça, c'est super important. Donc, ici, dans cette phrase, eh ben, là, on a telle loi, être séparé de. Tindilop, ça veut dire accordez-moi votre bénédiction, en gros. Donc, ça veut dire que cette bénédiction qu'on demande, Tindilop, hein, c'est impératif, donner cette bénédiction-là, allez que ça saute, eh bien, ça va servir à quoi? Ça va servir à ce qui précède. Et qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on dit avant? C'est l'otantalwar. Ça veut dire être séparé de l'idée. Être séparé de l'idée qu'il y a quelque chose à méditer. D'accord? Donc, quand on fait de l'analyse, hello Claudia, qui a fini par apparaître avec ça. Alors, oui, c'était la galère. Ouais, c'était la galère. J'ai vu que tu as lutté très fort. T'as réussi à suivre quelque chose ou pas, Claudia? Un peu au tout début, mais c'est pas grave, je regarderai le rythme. Non, c'est pas grave, mais je me suis dit, bon, de toute façon, je peux rien faire. Donc, de toute façon, voilà. Alors, c'est très bien, tu arrives au moment crucial où enfin on trouve la résolution de tout ça. Donc, là, quand on dit ça, on est en train de dire quelque chose, c'est-à-dire dire dans le sens, on est en train d'exprimer une idée qui est construite dans un groupe de mots. Et quand on fait de l'analyse, telwa, on sait que ça veut dire être séparé de. Tang, ça veut dire et. Alors après, c'est une construction. Être séparé de, en tibétain, on utilise et. Bon, ça, bref. Il n'y a pas besoin de tout savoir pour l'instant, mais sachez que c'est la fonction du et ici. L'eau, c'est une idée. Tout simplement. L'eau tout seul, hein, ça veut dire esprit, idée, pensée, conception, conceptualisation. L'eau. Gomcha, ça veut dire quelque chose à méditer. Ou devoir méditer, ou l'idée de il y a quelque chose qu'on va vouloir méditer, qu'il y a à méditer. Ça vient du cha, c'est une terminaison en tibétain classique. Mais pour l'instant, on reste au premier niveau de l'analyse, c'est-à-dire juste premier niveau, c'est-à-dire qu'on a déjà un aperçu, on sait que Gomcha désigne ce que nous allons devoir méditer. Il y a une idée de futur, mais bon, méditer, point. Méditer. L'eau, penser. Tangtelwa, être libre de, être séparé de. Donc, être séparé de l'idée de méditer. D'accord? Donc, tout ça devient une idée en soi, une notion, une conceptualisation, un souhait, une aspiration. À quoi? À pouvoir être libre de l'idée même de méditation. Ok? Donc c'est tout ça qu'on est en train de dire là. Donc, ça veut dire que la bénédiction qu'on est en train de demander derrière, à cause de notre particule qui est ici, qui est la particule Ra, ça veut dire que cette bénédiction qu'on demande derrière, elle va nous aider à accomplir ça. Donc, on est dans ce sens-là. D'accord? On a nos flèches qui vont dans ce sens. À cause du Ra. Donc, ça veut dire que la bénédiction, on demande la bénédiction pour, on peut le traduire par pour, on peut traduire par à l'égard de, comme vous voulez. Mais on s'en fout, on ne fait pas de traduction. On essaie de comprendre comment le tibétain fonctionne. Donc après, pour, c'est un problème de rendu, c'est un problème de traduction. Mais pour l'instant, on est simplement en train de dire que la bénédiction, il y en a besoin pour, vers, en direction de, comme vous voulez, être libre de l'idée de méditer. Ok?
Donc après, on va faire une traduction en français. Puissais-je obtenir votre bénédiction ou la bénédiction? De toute façon, on n'en sait rien, c'est pas indiqué. Puissais-je obtenir la bénédiction qui me permette d'être libre de l'idée même de méditer? Ça, c'est un rendu français. Mais en tibétain, c'est juste être libre de l'idée de méditer, une particule, bénédiction. C'est tout. D'accord? Donc, tout notre travail qu'on est en train de faire, qui est un travail d'analyse, prendre l'habitude d'analyser un texte, ça veut dire prendre l'habitude de voir les idées qui s'articulent. Ok? Chaque groupe de mots est toujours composé par des mots. Groupe de mots. Les mots en tibétain, c'est des particules. Donc, on joue avec des plots. Donc, dès lors que grâce à l'analyse, c'est-à-dire grâce à la particule, elle me dit quoi? La particule, elle me dit d'une manière absolument certaine que là, il y a une fin de quelque chose. D'accord? Donc, elle me dit forcément que ça, c'est quelque chose et que ça, c'est quelque chose. Donc, la particule, elle me structure le texte. Ok? Yes, Véro. Caro, excuse-moi. Caro. Je t'écoute. Tu veux pas la semaine prochaine qu'on garde ce support-là, qu'on fasse toute l'histoire du génitif quand même? Mais volontiers. Je suis pas sûre de tout capter toute seule. Absolument, et si vous passer à voulez. autre chose, quoi. Si vous voulez. Ou alors, Enfin, ou si alors. les copines sont d'accord, hein, évidemment. Bien sûr, ben, ouais, non. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on garde l'histoire du génitif. Moi, je vous fais un support pour l'oblique, de ce qu'on vient de voir là. Ben, de toute façon, j'allais le faire. Donc, et puis, voilà, ça ne nous empêche pas de voir ensuite le génitif. On inverse. Vous avez le support, c'est peut-être pas mal finalement, comme ça, aujourd'hui, vous avez le support sur le génitif, vous grattez un petit peu, vous essayez de comprendre un petit peu, et on le travaille la fois prochaine. Et puis la fois prochaine, je vous donne le support pour l'oblique. Comme ça nous permet de voir une strophe supplémentaire. Ça vous va comme ça? Mais bon, là, du coup, on a travaillé là-dessus. Bon, très bien, on aurait pu travailler sur autre chose, ça c'est complètement égal. Mais on a travaillé sur une chose très importante. De toute façon, on travaille toujours sur la même chose, vous vous en êtes rendu compte. On reprend les particules, on comprend qu'elles ont des fonctions, on comprend qu'on doit les mettre dans des contextes, et puis petit à petit, ben voilà, on se familiarise à cette manière, oui, assez particulière d'exprimer les choses. Parce que là, on les exprime en tibétain, et le tibétain est une langue étrange pour nous, parce que nous, en français, on est on est dans des idées un peu abstraites, quoi. Alors qu'en tibétain, on est dans un rapport beaucoup plus concret. Concret dans le sens, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas d'idées abstraites, mais on est, point, quoi. Là, c'est un groupe, quoi. C'est un groupe de mots, et le groupe de mots, c'est quelque chose à méditer, penser, être séparé de. Donc, être séparé de l'idée de vouloir méditer. Mais on ne peut pas être aussi télégraphique en français, c'est impossible. En tibétain, on met juste côte à côte les choses, alors dans un ordre qui est voulu, évidemment, qu'on ne peut pas inventer chaque fois, mais on dit juste ça, quoi. Alors qu'en français, on devrait dire être libre de, je sais pas, de l'idée ou de la notion ou du désir de, quoi. Voilà, on peut dire plein de choses. En tibétain aussi, on peut dire plein de choses, mais on n'exprime pas du tout les choses de la même manière. Donc, ça nous oblige à une grande rigueur, le tibétain. Parce que, et c'est pour ça que j'ai réagi comme je réagissais, Corinne, c'était pas pour, évidemment, ni me moquer ni rien de ce genre, mais c'était pour dire, mais dans un texte en tibétain, quand on a une particule, on peut être sûr qu'il a une fonction. Donc ça nous oblige à revenir à une lecture du texte, qui n'est pas forcément une lecture du texte des idées tout de suite, ou des mots tout de suite, comme on peut le faire en français, mais ça nous oblige d'abord à comprendre la structure. Et ça, c'est un exercice particulier. En français, on n'apprend pas le français comme ça. Parce que en français, on pourrait dire que beaucoup de choses sont contenues dans les mots. Si je dis, encore une fois, j'ai pris mon exemple avant, je donne une pomme à Véro ou à Camille, ou alors j'aime les pommes. Quand on dit j'aime les pommes, je dis juste j'aime les pommes. On n'a pas besoin d'indiquer que notre amour, bon, alors pour les pommes c'est un peu excessif, mais disons que notre préférence va pour les pommes. On dit juste j'aime les pommes. Mais en fait, on n'indique pas la direction. Mais en tibétain, vous indiquez la direction. Pourquoi? Parce que vous indiquez ce qui se passe dans l'esprit. Tout le temps.
Et tout le temps, vous le verrez, c'est tout le temps ça. Si vous voulez dire c'est ma pomme, ben, vous n'avez pas besoin d'inventer un nouveau mot pour dire ma. Vous dites juste je, pomme, et au milieu, vous mettez un génitif. Pourquoi? Pour dire qu'il y a un lien entre pomme et vous. C'est tout. Donc, vous êtes sans arrêt en train, par les mots, de dire ce qui est en train de se passer dans votre tête. Et dans votre tête, c'est-à-dire dans l'esprit, dans la conscience. Donc, si j'aime les pommes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui part de moi et qui va vers la pomme et qui fait wouh. Donc, ça veut dire couchou là. Donc, ça veut dire que vers la pomme. Couchou la gaboye. Donc, j'ai du plaisir vers la pomme. On dira comme ça en tibétain. Parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement de l'esprit ou un mouvement de la main. Que vous donniez une pomme à quelqu'un, ben, vero la kushu tegiye, parce que là, c'est un mouvement avec la main, vous donnez, donc vero la, parce que c'est elle le bénéficiaire. Si c'est aimer les pommes, ben, c'est kushu la, parce que ça veut dire que votre idée, votre plaisir d'une pomme, ben, va vers la pomme. Vous voyez l'idée? J'espère que vous avez tout compris ce que je vous dis, parce que j'essaye vraiment de vous faire comprendre cette espèce de mystère génial en même temps que dans la langue tibétaine. Réécoutez peut-être le replay si vous avez l'occasion, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre encore tout ça, si vous en avez l'occasion. Sinon, de toute façon, on va passer notre temps à essayer de comprendre ça. Parce qu'une fois qu'on a bien compris le type de fonctionnement de la langue tibétaine, ben après vous faites du Lego, quoi. Et puis, c'est génial, parce que chaque fois que vous utilisez un Lego ou un Pokémon particule, tac, vous avez compris la fonction. Donc, vous voyez le truc. Donc, vous voyez, tiens, particule oblique, donc elle indique une direction. Ouais, ben voilà, c'est bon. Donc, une direction vers où? Bon, voilà. Tiens, une particule t'indique un lien. Bon, un lien entre quoi et quoi? Voilà. Tiens, une particule qui indique une définition. Tiens, une définition de quoi? Et c'est toujours limpide. Toujours. Il n'y a pas de mystère. Après, la seule difficulté, c'est garder les infos, prendre l'habitude de cette forme de gymnastique dans l'esprit qui nous demande autre chose qu'un effort que le français, mais disons, c'est accessible. On s'arrête là? Voilà, avec une dédicace. Sonam di tomje zilpane tomne nyebe dranam pamjene kirgana chi balak tubai sibe tsole dowan dolwaraisho. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci. Merci, papa. Merci À beaucoup. tout bientôt.